Bonjour et bienvenue à tous à cette table ronde au SITL 2025. Je suis Karine Weber, fondatrice du bureau d'études Feuille de route conseil, spécialisée en logistique du dernier kilomètre et en innovation durable par le design. L'énergie joue un rôle crucial dans les secteurs de la logistique et du transport tout particulièrement. Face aux défis environnementaux, économiques, sociaux, mais aussi réglementaires, tous les maillons de la chaîne doivent se transformer et doivent s'adapter. Et c'est justement un impératif de ce secteur. C'est justement pour cela que nous avons choisi de parler de l'énergie au singulier et au pluriel autour de cette table ronde avec nos experts que je vais vous présenter dans quelques instants. Vous allez découvrir des pistes d'action très claires pour votre secteur d'activité, mais aussi des retours d'expérience et des solutions concrètes et innovantes. Durant une trentaine de minutes, nous allons échanger avec les experts qui vont vous partager justement leur vision, les freins, mais aussi les clés de la réussite. Et à la fin, nous aurons 5 minutes d'échange avec vos questions justement issues du public. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les 4 experts qu'on a invités aujourd'hui. Je commence par vous, Rebecca. Bonjour. Vous êtes coordinatrice carburant alternatif à l'ADEME. Et l'ADEME accompagne justement la transition écologique grâce à son expertise, mais aussi au financement de l'innovation vers justement de nouvelles énergies, entre autres, et vous allez nous en parler, mais aussi des modèles circulaires et des solutions bas carbone. Rebecca, vous allez nous apporter une vision au-delà de votre expertise, mais aussi sur ces carburants alternatifs, un des leviers de la transformation de notre secteur d'activité, la logistique et le transport. Pascal Jacquemot, bonjour. Vous êtes directrice excellence opérationnelle chez Métro France. Métro est un acteur, bien sûr, qu'on connaît tous, de la distribution alimentaire et non alimentaire auprès de professionnels et de commerces indépendants. Et Métro s'engage justement vers une transition et une transformation de sa chaîne logistique. Vous allez nous en dire plus. Justement, vous allez nous partager les enjeux, les leviers, et aussi comment rendre notre logistique plus durable avec des retours d'expérience que vous avez fait, de solutions que vous avez testées. Pascal Roudot, bonjour. Vous êtes Paul, pourquoi Pascal? Mais bien sûr Paul. Bonjour Paul, vous êtes président de la Fédération de la cyclo-logistique, administrateur des boîtes à vélo et gérant de Cargonaut. Cargonaut qui est la première coopérative cyclo-logistique à Paris avec une équipe de 40 salariés et sociétaires engagés. Et vous allez justement nous parler un peu de ce modèle spécifique puisque Cargonaut c'est un modèle innovant avec un service de livraison et de collecte quotidienne en vélo cargo, mais aussi de stockage, de dégroupage et de préparation de commandes. Paul, vous allez nous apporter justement votre regard sur l'énergie en lien avec le dernier kilomètre et en particulier la cyclo-logistique. Guillaume Legrand, bonjour. Directeur fondateur de TOV. Fondé en 2011, TOV est un acteur du transport maritime de marchandises à la voile, donc vous allez nous en dire plus, qui repense cette logistique maritime un peu conventionnelle. Avec vous, Paul, au-delà de votre expertise, avec vous, Guillaume, pourquoi? Je suis désolée. Avec vous, Guillaume, nous allons partir sur un voilier cargo entre New York et Le Havre, avec une énergie qui est gratuite, abondante, renouvelable et prédictible. C'est ce que vous m'aviez dit. Et sans plus tarder, on commence par la première question. On va planter un peu le décor, parler du contexte. Avec vous, Rebecca, on va poser le cadre et vous allez pouvoir nous dire où en sommes-nous très concrètement en matière d'émissions de gaz à effet de serre et quelle place le transport a-t-il dans ce bilan? Oui, merci. Oui, donc effectivement, on m'a chargé de reposer le contexte. Ce sera peut-être des rappels pour certains d'entre vous, mais donc le secteur des transports est responsable de environ 34% des émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est le premier secteur d'activité en termes d'émissions et
dans ces 34%. Le transport routier de marchandises, donc les poids lourds, sont responsables de 22%, et les véhicules utilitaires légers, dont une partie sert à transporter des marchandises, est responsable de 15%. Donc il y a vraiment un levier à activer pour la décarbonation sur ce secteur-là, et pour respecter les objectifs que s'est fixé la France, donc d'arriver à la neutralité carbone en 2050, avec un point de passage à 2030 d'une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Sur ce secteur, on y reviendra, mais les textes, donc la stratégie nationale bas carbone et son volet politique énergétique, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, tablent sur une électrification massive du transport routier de marchandises, et s'accompagne d'éléments réglementaires dont je voulais rappeler un élément qui est pour moi très structurant, qui est le règlement CO2, qui impose une réduction pour les constructeurs des émissions à l'échappement des poids lourds, donc avec une réduction progressive qui va jusqu'à 90% de réduction à l'horizon 2040. Donc c'est les émissions à l'échappement, donc on est vraiment sur des moteurs électriques quasiment uniquement à cet horizon-là. Donc voilà, beaucoup de choses à mettre en place, et là-dedans, le rôle de l'ADEME, donc ça a été dit, mais c'est vraiment d'accompagner cette transition énergétique sur, d'une part, les aspects expertise. Donc nous, on va vraiment développer, on a vraiment cette compétence d'analyse des impacts environnementaux. Le carbone, c'est important, mais il n'y a pas que le carbone, il y a aussi d'autres impacts sur les écosystèmes, sur la santé, sur la disponibilité de métaux aussi. Et puis, on va financer des projets en ce sens, donc des projets surtout d'innovation, mais également de massification. Et je voulais aussi insister sur le fait qu'il y a la technologie, on va beaucoup parler de technologie, mais au-delà de ça, il est important vraiment de regarder toute la chaîne de ce qu'on peut faire en termes d'organisation de notre société, etc. Mais on y reviendra. On y reviendra justement à ce point-là. On parlera de technologie tout à l'heure, mais pas que. De votre point de vue, Guillaume, pour le transport maritime, justement, quels sont vos enjeux ? Alors, les enjeux dans le transport maritime sont ceux que Rebecca a également soulignés. On vit dans le même monde. Le transport maritime est extraterritorialisé en termes d'émissions. Il représente de l'ordre de 3,5 à 4% des émissions mondiales. Et ce sont des émissions qui sont très... Pardon, c'est comme ça. Émissions qui sont très difficiles à réduire, hard to abate, comme on dit. Ce sont des émissions parfois mal comprises, même mal mesurées, en tout cas qui sont dans les eaux internationales, donc ils ne sont pas soumises à souveraineté. C'est du bunker, du fuel lourd qui est brûlé, qui est lui-même un résidu du produit de raffinage du pétrole. Un transport maritime finalement très peu cher en lui-même, en grammes, tonnes, kilomètres, finalement pas très carboné, mais absolument massif. 90% des marchandises sont transportées dans le monde par le maritime, qui ne sait pas réduire ses émissions et qui sont prévues à 17% des émissions mondiales à l'horizon 2050 par un rapport du Parlement. Donc on continue de monter comme si on allait atteindre le ciel en termes d'émissions dans le maritime. Il y a une autre spécificité dans le maritime, c'est que, donc, j'allais dire, ce parent pauvre de la logistique, d'une certaine façon, difficile à premiumiser, présente également l'avantage de la liberté des eaux internationales, et notamment de routes très larges, si j'ose dire, et de tunnels très très hauts. Et on peut notamment remplacer des énergies uniquement souvent vues par le tropisme du carburant. Le carburant chez nous est très peu cher, les navires sont absolument massifs, et il est très difficile d'envisager des carburants qu'on peut imaginer premiumisés, rares, pas souvent très décarbonés, des sujets de fiabilité, avec en plus des réglementations maritimes qui sont différentes de celles de ce qui se passe sur Terre. Et donc il y a une vraie limite à ce qu'on appelle le carburocentrisme dans le maritime. Grosso modo, des intentions, voilà, des volontés peut-être, mais très peu de concrétisation, voire rien du tout en fait. Peut-être même une certaine attente un peu messianique d'un sauveur, du carburant très abondant, très fiable, très décarboné, qui... Lavoisier et la thermodynamique continuent de s'appliquer. On ne peut pas faire fi de ces lois-là. Nous proposons d'utiliser en propulsion principale le vent qu'on savait depuis des siècles abondant et qui est devenu depuis quelques années effectivement prédictible. Nous fournissons aujourd'hui sur un départ New York à raison de 850 palettes US à tous les départs, des transit time compris entre 14 et 18 jours, ce qui nous fait des lead time de l'ordre de 20. On gagne environ une dizaine par rapport au conteneur. On est sur des bilans carbone de l'ordre du 2 grammes CO2 tonne kilomètre, et donc on fournit une
excellence opérationnelle sur ces routes d'export. On importe également beaucoup de café. Il faut, dans la décarbonation, beaucoup d'humilité. Il faut savoir avancer pas à pas. Ce que nous faisons aujourd'hui chez TAUT, c'est déjà 2 navires qui sont en opération, Anemos, Artemis. On pense à leurs marins qui sont à bord actuellement. Anemos arrive en ce moment même, enfin à 6 heures heure locale à New York. Et il y en a 6 autres en construction actuellement. Et donc une volonté, nous, véritablement, d'incrémenter, d'augmenter les volumes, les fréquences. Et puis surtout, on n'est vraiment pas très cher. Donc contactez-nous. Vous allez nous détailler encore plus votre solution tout à l'heure. Merci. Pascal, je me tourne vers vous. Chez Métro France, justement, si on revient un peu à cette thématique des enjeux, en tant que grossiste alimentaire et non alimentaire, quels sont vos défis, vous, de votre côté ? Alors, en ce qui nous concerne, il faut comprendre le réseau qui est chez nous est un réseau qui est exploité en fait à la fois avec des plateformes logistiques assez conséquentes pour pouvoir servir notre réseau de halles et de cash and carry. Notre vocation est de servir exclusivement des professionnels de la restauration. Ça n'est pas un réseau ouvert au consommateur final comme la GMS. Donc nous avons des volumes importants à traiter aussi pour nos restaurateurs, avec des produits qui sont de l'alimentaire et du non alimentaire. Donc ça, ce flux-là est conséquent en trafic vers nos halles. Et on a aussi une logistique du dernier kilomètre à adresser, puisque nous travaillons en livraison aussi pour aller jusqu'au restaurant et leur amener la marchandise. Donc ça, c'est des contraintes un peu différentes d'accès en ville et d'accès dans des points de livraison un peu plus complexes que d'accéder sur du magasin. Et puis, logistique qui est en température dirigée, avec une réglementation sur l'alimentaire qui impose aussi un certain nombre de choix. Et puis toutes les contraintes aujourd'hui qu'on connaît sur les contraintes d'horaire, de disponibilité et d'accès en ville, et avec une variété de kilomètres à parcourir qui ajoute une complexité importante. Voilà. Merci. Paul, sur le dernier kilomètre, en particulier la cyclologistique, vous, de votre côté, quels sont les enjeux et quels sont les défis que vous avez ? En termes d'enjeux sur le dernier kilomètre, sur le plan des externalités au niveau de la ville, dans les centres urbains, là on a la statistique des VUL, c'est effectivement 15 à 20% des émissions de CO2 dans les villes. C'est également 40% des émissions de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote, 50% des particules fines. En termes d'occupation de la voirie, je crois qu'on est à 32%, 20% du trafic. Donc on s'inscrit dans ce contexte, sur le plan de qu'est-ce que ça génère pour les habitants et les habitantes d'une ville. Et on est aussi dans une structure de marché qui est extrêmement précaire. C'est-à-dire des rapports de force qui sont particulièrement défavorables entre des grands donneurs d'ordre et des TPE, PME, qui fonctionnent avec des marges extrêmement faibles et qui n'ont absolument pas les moyens de faire une transition modale en achetant des véhicules qui seraient moins émissifs. Et donc nous on est là-dedans et ce qu'on apporte c'est une solution qui est crédible, qui est low-tech, qui s'appelle la cyclo-logistique. Le vélo cargo, avec des véhicules qui coûtent en gros entre 4 000 et 10 000 euros, donc une fraction du prix d'un VUL électrique, et qui permet qui en plus amène des gains d'efficacité, de qualité de service, par la fiabilité, par rapport à du véhicule motorisé dans un contexte urbain congestionné. Okay. Voilà. Et la cyclo a connu une période de développement assez importante avec le Covid, qui a agi vraiment comme un booster. Donc 2020-2022, on a eu beaucoup de création de boîtes. Et puis là, on est un peu dans la même dynamique que le secteur transport au sens large. Donc pas beaucoup de croissance. Des acteurs qui restent résilients malgré tout et moins de faillites d'entreprises que dans la grande famille du transport. Mais voilà, on serre un peu les dents en ce moment et je pense qu'il tient qu'à nous et aux partenaires privés et publics de relancer cette dynamique pour passer à l'échelle.
Donc, si je résume, on voit qu'il y a plusieurs types de défis. Alors, environnementaux, bien sûr, vous nous en avez parlé, Guillaume, entre autres, mais aussi des rapports de force. Vous aussi, Pascal, vous avez vos défis d'accessibilité en ville, de réglementation. Et donc, justement, on va parler un peu plus des solutions maintenant. Donc, pour les solutions, je passe à la slide suivante. Pour vous, Pascal, la question, c'est justement, vous avez lancé une transformation de vos chaînes logistiques. Vous m'avez partagé plusieurs initiatives qu'on voit aujourd'hui sur cette slide. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors effectivement, comme je le disais, donc on a engagé une transformation de notre réseau de plateformes logistiques qui est ce qu'on va appeler le réseau et le maillage amont à nos halles. Donc l'objectif en fait est de passer par une mutualisation la plus importante de nos plateformes. Donc pour exemple, on a ouvert des plateformes qui regroupent les produits frais et les fruits et légumes et la marée, de manière à pouvoir livrer dans un seul véhicule ce genre de température et avoir un seul moyen qui accède à nos halles pour éviter d'en mettre plusieurs sur la route. De la même manière, en sec, en ambiant, on vient livrer et on met dans le même véhicule à la fois l'épicerie, la brasserie, et on mutualise au maximum pour mettre moins de camions sur la route. On a toujours gardé depuis des années, donc ça fait plus de 25 ans que chez Métro France, nous travaillons en rail-route et en multimodal. Donc c'est quelque chose qui est plutôt développé sur le non alimentaire. Mais c'est quelque chose qu'on maintient et sur lequel on veut investir. À titre d'exemple, on a pris un engagement aussi de réduire de 30% les kilomètres parcourus avec une flotte qui est plutôt orientée en mix énergétique. On a fait ce choix-là parce qu'aujourd'hui, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais la réglementation, elle n'est pas très figée. Donc on essaye de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et d'avoir vraiment ciblé sur du mix énergétique. Dans la contrainte du réseau de distribution du dernier kilomètre, nous mettons en œuvre aussi une logistique multitempérature. Donc ce sont des dépôts qui ouvrent en plus de nos halles et on fait en sorte de livrer toutes les températures vers le restaurant dans un même véhicule. Donc on amène le surgelé, le sec, le frais, les fruits et légumes, la marée en même temps. On a ouvert un premier dépôt en ce sens en région parisienne et le deuxième vient d'ouvrir à Bordeaux pour servir avec cette philosophie-là. C'est moins de kilomètres et respect des températures malgré tout. Et puis Métro a pris une initiative avec la fabrique de la logistique et Marguerite pour mettre en œuvre une première initiative qui a démarré cette semaine d'ailleurs sur Paris avec notre halle de Bercy, pour essayer d'embarquer nos clients en disant au lieu de venir avec votre véhicule et d'aller en magasin, prenez l'initiative de demander une livraison, c'est plus propre et on le fait aussi en vélo cargo. Donc ça permet de tester ces opportunités-là. C'est des vraies solutions innovantes et on essaiera de le déployer dans d'autres villes et avec une autre échelle. Et pour expliquer aussi sur nos choix, on a testé des porteurs électriques. Là, cette année, on a un test avec un porteur 16 tonnes sur la ville de Nantes en frigo électrique. Et on teste aussi un moyen plus important sur notre plateforme Île-de-France pour aller servir nos halles. Donc ça, c'est des tests qui sont engagés pour planifier un déploiement. Et on a surtout souhaité aussi pouvoir bien mesurer nos émissions et nos déclaratifs. Et on a un partenariat exclusif avec Fred 21. Parce qu'on ne voulait pas avoir plusieurs outils, donc on travaille avec Fred 21. Et on s'est engagé cette année sur une labellisation Fred 21 en tant que chargeur. Plein d'initiatives avec des solutions très différentes, à la fois en test ou déjà approuvées. Donc merci pour ce partage, Pascal. Paul, si je me retourne vers vous, côté cyclo-logistique, tout à l'heure, vous avez partagé justement les externalités négatives de la logistique urbaine, entre autres l'impact sur la voirie, la pollution de l'air, la congestion en général, les nuisances sonores aussi. Vous avez déjà répondu en partie à cette question, mais néanmoins, la cyclo-logistique apporte des solutions. Mais je me souviens que vous m'aviez parlé d'un facteur de charge.
Et j'aimerais bien vous entendre justement partager cette notion. Tout à fait. Je pense en fait quand on parle d'énergie dans le transport, évidemment je vois ça avec ma fenêtre de logisticien urbain, j'ai moins la vision des grands flux maritimes ou des poids lourds sur des chaînes transnationales. Mais je pense que c'est un sujet de pression sur les ressources naturelles, un sujet de souveraineté et de réduction des dépendances étrangères. Et à ce titre, je pense que la cyclo et les moyens qu'on utilise dans la cyclo, donc notamment les vélos cargo et les remorques, permettent d'adresser de façon assez efficace ces enjeux, puisque avec un vélo cargo, donc avec un poids de véhicule qui va faire 50 kg, on peut embarquer 100 kg de capacité d'emport. Donc on a un coefficient 2 entre le poids du véhicule et ce qui peut charger. On peut, avec un attelage cargo plus remorque, on peut même monter à un coefficient 3 entre le poids du véhicule, avec la construction que ça implique en termes de métaux, et ce qui peut transporter. On a aussi des batteries qui sont de fait beaucoup plus légères sur un vélo cargo. En moyenne, la batterie embarquée, elle fait 12 ou 14 kg, 800 Wh. Et pour avoir un ordre de grandeur en tête, avec 1 kWh, on va pouvoir faire entre 60 et 100 km avec un vélo en transport de marchandises. Sur du vélo électrique, avec 1 kWh, on doit pouvoir faire peut-être 2 ou 3 km. Donc avec tout ce que ça implique, voilà, les terres rares actuellement, on les source principalement dans des pays qui ne sont pas la France. Il y a peut-être des projets en ce sens. Mais donc je pense que la cyclo participe vraiment à créer des chaînes logistiques qui sont beaucoup plus résilientes et beaucoup plus indépendantes en fait des éventuelles fluctuations sur les marchés de l'énergie et des matériaux. Ouais. Voilà. Merci. Guillaume, côté transport maritime à la voile, en voilier cargo, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, à l'exemple peut-être d'une bouteille de vin ou de café, quel est son trajet, comment ça se passe. Et j'ai appris, en préparant cette table ronde, que vous emmenez des voyageurs. Affirmatif. Je commence par ça. On a effectivement donc les deux navires que j'évoquais tout à l'heure, Anemos et Artemis, sont également 6 cabines doubles, et donc on a 12 passagers actuellement qui embarquent et qui ont un passage au sens anglais du terme. De l'autre côté, c'est pas une croisière. Chez nous, c'est 2 ou 3% des revenus, mais c'est quand même important de le dire. Ça permet de se projeter. Voilà, il y a une place peut-être pour vous aussi. Chez nous, donc ce sont des sister ships, ce sont des navires qui sont tous les mêmes, exactement des jumeaux. Ce sera d'ailleurs le cas des 6 suivants. On transporte, je l'évoquais, en palette US de 840 unités sur 6 cales, dont les 2 tiers d'entre elles sont sous la ligne de flottaison. Et donc je commence par un aspect quali qui est assez important, qui intéresse beaucoup de chargeurs qui sont sinon en reefer, donc ces conteneurs réfrigérés, notamment dans les vins fins, les vins pétillants, notamment justement dans le café ou dans le healthcare, qui permet de stabiliser en fait les températures. C'est ce que nous avons naturellement chez nous. Actuellement, on exporte par exemple donc des vins spiritueux, Martel, Môme, Perrier Jouette. On exporte beaucoup de confitures pour la maison Andros par exemple. Beaucoup d'autres produits, y compris industriels. J'évoquais du healthcare, des produits manufacturés également. Donc ça, c'est sur des exports US, Amérique du Nord, Canada, Mexique. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que puisque nous pouvons avoir ce transport dédié, émancipé du conteneur, on a une souplesse, une agilité opérationnelle qui en fait est souvent bien meilleur pour ceux qui le pratiquent que ce qui se passe sur les terminaux à conteneurs, avec des porte-conteneurs souvent tenus au mouillage avant de pouvoir accoster du fait de la congestion au niveau des portiques à conteneurs. Et si sur l'eau, le porte-conteneur, alors ça peut sembler contre-intuitif, va un tout petit peu plus vite, de l'ordre de 13 nœuds, nous, on va à 10,5, 11 nœuds. Une palette de vin qui entre dans un conteneur au Havre, elle en ressort dans le New Jersey de façon factuelle et observée actuellement de l'ordre de 30 à 35 jours plus tard. Chez nous, avec nos transit time de l'ordre de 14 à 18, vous mettez un week-end avant-après et on libère la marchandise environ entre 20, 21 et 25 jours. Donc on se rend compte qu'il y a déjà 10 jours de gain entre guillemets là-dessus. Donc on a de la quali, on a une excellence opérationnelle en termes en tout cas de transit time et de capacité également à aller desservir des ports qui souvent peuvent être dédiés dans des schémas logistiques au service de chargeurs. Et au-delà de ça, on fournit également aux chargeurs, donc aux cargo owners,
consommateurs, aux propriétaires de la marchandise, une capacité à valoriser ce transport-là sur son produit final via un levier marketing, un label qui s'appelle Anemos, du nom du premier navire, et qui permet au client final de retrouver la trace GPS du navire qui est exprimée en orange, marginalement, de l'ordre de 2 à 5% de la distance quand on doit chenaler ou manœuvrer au niveau portuaire, et qui sinon est vert quand on est à la voile, ou même bleu, je prends 10 secondes là-dessus, quand on dépasse les 12 à 13 nœuds, vu qu'on a des moteurs diesel électriques, on a des hélices à pas variables qui deviennent des génératrices qui permettent de combler tous les besoins du bord de l'ordre de 60% de la distance. Ça, on l'exprime, et au-delà de, donc dans la langue de destination, le consommateur US, s'il y en a encore dans les semaines qui viennent, vu l'océan tumultueux du commerce international sur lequel on navigue actuellement, peut retrouver ce lien dit ombilical par le marketing avec ce champagne from Champagne, n'est-ce pas, et peut retrouver au-delà du bilan carbone, qui est parfois une donnée un peu dure, un peu hard data, peut retrouver également ce qui s'est passé à bord, certaines photos, certaines anecdotes. On pense que c'est fondamental dans le transport, comme on avait pu le voir dans l'agriculture, dans les pratiques de commerce, de pouvoir, entre guillemets, premiumiser, se mettre au service de chargeurs qui souhaitent transformer leur identité de marque, qui souhaitent également communiquer au-delà de leur marque en propre sur leur consommateur final, souvent plus exigeant d'une réelle authenticité, d'une réelle transparence. Et donc on est dans une proposition de navires qui sont chez nous en propulsion principale vélique, merci d'en afficher un, c'est Anemos. On est sur un tirant d'air, donc le point maximum des 2 mâts de la même taille, ça s'appelle une goélette, et à 64 mètres de haut. On déploie presque 3000 mètres carrés de toile, et c'est ce qui nous permet de l'ordre de 80% de la distance de naviguer toutes machines éteintes. Donc on arrive, nous, à des allégations carbone extrêmement transparentes, contrôlées, dont on peut se faire valoir, et à une solution... Alors, ça, effectivement, on a ce beau prix, on va chercher du vent devant. Il y a peut-être une propriété esthétique à ce navire, mais qui est tout à fait involontaire. C'est avant tout un navire puissant, bon marcheur, qui arrive à tenir des taux de fret finalement en ligne avec le marché, et qui permettent, au-delà d'un simple transport qui sinon est assez opaque, inconsistant, lointain, dans la boîte noire que représente cette logistique maritime mondiale, permet certaines fois d'insister à la fois en externe et en interne sur votre démarche, et souvent vos démarches scope 1, scope 2. Donc au-delà d'avoir juste le transport, c'est une histoire d'image aussi de la société. Bien sûr. Merci. Rebecca, une petite question. On a vu quelques solutions. Quelles sont, à votre avis, des solutions qui pourraient compléter finalement ce panel de solutions dont on vient de parler avec nos autres intervenants? Oui, alors ce qu'on voit bien, c'est que on passe d'une réalité où on ne se posait pas trop la question du carburant, on avait le diesel qui faisait tout, à quelque chose de plus complexe, où on a un éventail de solutions avec tous leurs impacts, leurs questions économiques, de disponibilité, etc. Et donc, ce n'est pas forcément facile d'y voir clair. Sur le transport routier de marchandises, on se dirige vers une électrification qui est quand même... massive, c'est ce qui est prévu dans la PPE par exemple, et ça a une pertinence puisque en termes d'émissions sur le cycle de vie, on a une réduction de 80% sur les gros poids lourds par rapport au diesel, donc c'est pertinent. Évidemment, il y a des freins, des difficultés de mise en œuvre, donc que ce soit les difficultés économiques, on a quand même des surcoûts de CAPEX qui restent significatifs, et il y a une question de mise en place notamment de toute l'infrastructure de recharge qui va demander des investissements, une adaptation du réseau électrique, avec des questionnements aussi sur la disponibilité du foncier, notamment dans le cadre du zéro artificialisation nette. Au-delà de ça, la filière électrique, elle implique aussi des impacts supplémentaires, et je pense notamment, ça a été dit, aux impacts en termes de métaux critiques, donc de disponibilité des métaux. Ça, c'est directement lié à la taille des batteries, et donc il va falloir à un moment limiter la taille des batteries pour rester dans un cadre de faisabilité. Alors à horizon plus long terme, on pourra avoir du recyclage, des nouvelles technologies, mais pour l'instant, la limitation de la taille batterie reste un élément important. Et donc limiter la taille, ça veut forcément dire des usages qui ne seront pas remplis par le camion électrique. Et donc en complément sur ces usages-là, il va falloir avoir d'autres énergies. À court terme, ce qui est disponible, c'est les énergies basées sur la biomasse. Donc on pense aux biocarburants, au biogaz.
avec une grosse vigilance à avoir sur la nature de ces filières, puisque sur les biocarburants, si on est sur, je pense au baissant, sur une filière française bien implantée, là on a une performance environnementale qui est attestée. Par contre, dès qu'on est sur du colza qui vient d'on ne sait où, qui provoque potentiellement de la déforestation, là les impacts environnementaux, ils sont désastreux. Sur le biogaz, c'est pareil. Pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit bio. Et aujourd'hui, dans le réseau de gaz, on a 3% de biogaz. Donc, de toute façon, va se poser la question de la disponibilité limitée de la ressource. Et donc, à plus long terme, sur cette complémentarité-là, l'hydrogène va pouvoir rentrer dans le jeu et avoir ce rôle-là, avec aujourd'hui encore des défis à relever d'importance, notamment évidemment les coûts, que ce soit sur l'investissement ou sur les coûts associés à l'énergie, et puis encore des questionnements sur la maturité technologique, la durée de vie des piles à combustible, ce genre de choses. Donc nous, à l'ADEME, à ce stade, on est plutôt sur de l'accompagnement d'expérimentation sur l'hydrogène, et essayer de participer à relever les blocages sur la partie électrique. Et si je me permets, vous m'avez parlé aussi du rétrofit. Et oui. j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, aussi. J'étais pas sûre d'avoir le temps d'en parler, mais effectivement... Mais non, mais juste pour dire le mot, en effet, rétrofit, et allez-y, dites une phrase. Oui, très rapidement, donc le rétrofit qui consiste à remplacer la motorisation sur des camions existants, ça c'est très intéressant. On réduit les impacts par l'économie de la carcasse et aussi par un dimensionnement plus proche de l'usage des batteries, etc. Et du point de vue économique, à terme, ça peut être aussi intéressant. Donc c'est une filière avec des acteurs qui commencent à se mettre en œuvre, mais qui a à accompagner, en tout cas, oui, très pertinente du point de vue aussi sobriété matière. À explorer, exactement. Merci pour ce panel de solutions. Alors, on passe peut-être à la question suivante, qui va être plutôt tournée autour des freins, des leviers plutôt. Si je vous pose la question, Guillaume, côté transport maritime, quel serait pour vous le levier ? Pour qu'on essaye de tenir le timing, je vous donne 2 minutes à chacun. Quel serait le levier qui, pour vous, ferait la différence pour justement passer, on va dire, à l'échelle, le transport maritime à la voile en voilier cargo ? Attendre une réglementation internationale extrêmement ambitieuse, et alors que la semaine prochaine, à l'OMI à Londres, s'ouvre ce qu'on appelle MEPC, la 83e session qui doit justement réglementer les émissions des navires, qui, si on est sur un socle assez ambitieux actuellement, prévoirait que de l'ordre de 20 à 30% de la flotte mondiale est stranded asset en 2026. C'est là où on doit aller. Il faut tenir ce niveau d'ambition pour avoir un niveau un peu yaka faucon politique qu'on attend, sachant que c'est toujours très difficile parce que les derniers rounds de négociations sont là. Il n'y a pas plus massif qu'un porte-conteneur du 400 mètres, 20 000 conteneurs environ, face à une structure largement nivelée par le bas d'un point de vue environnemental ou social d'ailleurs, sur les grands porte-conteneurs, et un coût marginal quasi nul. Donc arriver à décarboner réellement face à ce gigantisme, cette opacité-là, n'oublions pas que les océans sont gigantesques, parce qu'on l'oublie parfois quand on parle finalement en terrien, ce qui est comme normal. Il est donc, de notre point de vue, ce sont ici les plus grands voiliers cargo au monde. Il y en a 8, donc c'est déjà une sorte d'échelle industrielle par rapport à ce que nous mettons en avant. Je suis absolument persuadé qu'il nous faut pouvoir parler à nos consommateurs finaux autour notamment de certification, autour de choix d'achat qui sont faits très clairement. Max Havelaar dans le renouvelable, dans l'équitable, le bio en agriculture, où on parle des tarifs de rachat qu'il y a eu pendant longtemps au niveau des renouvelables. C'est vers là où nous allons, où nous devons aller dans une période qui, encore une fois, est assez néfaste, à la fois pour le commerce international et puis la dépriorisation de l'environnement. C'est un sujet qui, selon moi, doit être commercial. On doit être accompagné d'un point de vue commercial. Et pour parler maritime, on a un dispositif qui s'appelle les C2E, des certificats d'économie d'énergie bien connus dans le transport, qui peinent à s'établir dans le transport maritime, justement parce que nous sommes dans les eaux internationales, alors que les C2E sont sur le territoire, L221.8 du Code de l'énergie, n'est-ce pas Et je pense que ce qu'on appelle la méritorialisation, la capacité, notamment sous notre pavillon français, à reconnaître la mer comme une extension du territoire, de ce point de vue-là, et de valoriser ces certificats-là, est quelque chose de très positif. Et on a des travaux actuellement très dynamiques avec les DGEC à ce point de vue-là. Merci. 2 minutes, ça allait. Oui, 2 minutes. Pascal, je vous voyais réagir et valider ce que disait aussi Guillaume. Vous, de votre côté, si vous aviez un levier à mettre en avant, quel serait-il
Alors aujourd'hui, il est clair qu'on a beaucoup de défis à relever et qu'un un des problèmes majeurs, c'est le manque de visibilité qu'on peut avoir sur l'aspect légal, réglementaire. Les engagements financiers qui vont autour de tous ces choix sont quand même des critères éminemment importants. Quand nous contractualisons avec nos prestataires, on s'engage sur des contrats de prestation avec des transporteurs qui exécutent des prestations pour nous, en fait, et qu'à un moment donné, les investissements dans, dans un parc de camions sont des investissements qui ne se font pas sur un an ou deux. Donc, en fait, il faut s'engager collectivement avec nos prestataires. Et c'est pour ça que, pour l'instant, on a fait le choix du mix énergétique. On regarde aussi le rétrofitage. On a fait en sorte d'imposer dans nos contrats de renouvellement et de prestation des ambitions sur ce volet RSE, et on a une vraie stratégie de décarboner notre logistique. Donc ça, c'est des engagements forts, mais à aujourd'hui, le manque de visibilité légale et fiscale reste quand même un problème. Donc on fait des choix variés pour ne pas se retrouver piégé. Et un dernier point, c'est on a aussi besoin d'avoir de la visibilité sur l'autonomie des moyens, parce que l'électrique, c'est très bien, mais il faut trouver des points de recharge. C'est des investissements d'infrastructures. Et puis, c'est de l'autonomie du véhicule qui doit être capable d'exécuter des parcours qui peuvent être assez variés. Donc, c'est vraiment tous ces enjeux-là, plus pour nous, la logistique du froid reste aussi un métier qui a des contraintes. Donc voilà, pour l'instant, toutes nos expérimentations visent à nous faire une philosophie et à valider nos investissements dans les prochaines années. Merci. Paul, côté cyclo-logistique, un levier, vous m'aviez parlé de la pertinence de la cyclo-logistique qui est important de définir, mais quel serait le levier à mettre en avant de votre côté ? Simplement, je voudrais rappeler, ou le communiquer, la cyclo-logistique dans sa zone de pertinence, c'est-à-dire à la fois en termes de morphologie urbaine et de tranches de colis qui vont être transportés, et iso-coût, voire compétitive par rapport à du motorisé dans au moins 5-6 centres urbains à l'heure actuelle en France. Donc, après, c'est de la conduite du changement. C'est-à-dire qu'il faut tester. Il y a évidemment un sujet culturel de changer des imaginaires collectifs. La cyclo, c'est pas un truc de guignol à pédale. Ça permet de transporter du lourd. Et donc, il faut faire ce switch, en fait. Mais je pense que ça tient aussi à la question de la visibilité. Parce qu'évidemment, cette conduite du changement, elle est possible quand les acteurs ont de la visibilité sur les ZFE, sur les différentes contraintes réglementaires qui arrivent et qu'on n'est pas en train de tout le temps changer ce qui va peser sur les acteurs. Mais clairement, nous, on est prêt à passer à l'échelle. La preuve de concept, elle est faite. Et après, il tient qu'aux acteurs d'enclencher la dynamique, encore une fois. Merci. Rebecca, on parlait tout à l'heure de la technologie. On disait que la technologie va pas tout révolutionner, ou en tout cas elle va transformer une partie, mais ça ne va pas être l'unique levier. Quels sont les leviers que vous avez identifiés côté ADEME ? Et je me permets de partager l'équation de Kaya, du coup. C'est ça ? Oui, c'est une visualisation qui permet bien de mettre en avant le fait qu'on a beaucoup parlé de technologie, mais il y a vraiment beaucoup de leviers à activer ensemble pour arriver aux objectifs de décarbonation. Et au-delà des aspects techno, il y a vraiment des aspects d'organisation, de changement, et ça a été dit, changement des imaginaires, des organisations. Alors je vais aller vite, donc sur la partie demande, il y a vraiment la question de questionner nos modes de consommation et aussi de rapprocher les lieux de production et les lieux de distribution. Donc ça peut passer par la réindustrialisation notamment, optimiser les taux de remplissage par la réoptimisation des flux, etc. Et puis un gros levier qui est compliqué à mettre en œuvre, mais qui a vraiment un impact fort, c'est le report modal. Donc, en termes d'ordre de grandeur, transporter une marchandise en gros camion, donc on est sur à peu près 200 grammes de CO2 par tonne kilomètre transporté. J'ai pas les chiffres du cargo à voile, mais je sais que sur le train, on est à 27, donc on a une réduction vraiment très significative. Donc vraiment, quand c'est possible, passer du camion à d'autres modes. La cyclo est évidemment aussi, c'est un gros levier. Donc
à activer, mais je ne suis pas la plus experte pour en parler. Je vais faire un petit peu de promo. Il y a l'avis d'expert logistique de l'ADEME qui est sorti cette semaine et qui détaille vraiment des mesures, donc le constat et des mesures sur les différents leviers pour accéder à, pour voilà, répondre à cette question-là. Et je vous invite à la consulter. Merci. Alors, en résumé, je vais faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit. Donc, ce que je retiens finalement, c'est que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas qu'une seule solution d'énergie, il n'y a pas qu'une énergie, mais que ça va être un mix en fonction forcément des besoins, des activités et du segment de la chaîne logistique sur lequel on se situe. Donc ça, c'est un premier constat. Et ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que des solutions existent déjà. On a vu un panel, vous nous avez présenté des solutions que vous testez, que vous utilisez justement quotidiennement et que justement ces solutions, elles peuvent être à ISO-coût, ce que disait justement Paul. Et ce qui était intéressant aussi de mettre en avant, c'était les freins aujourd'hui. Il y a quand même un frein réglementaire. Donc vous avez tous dit qu'il fallait absolument que la réglementation, que ce soit sur le transport maritime ou que ce soit sur la réglementation, l'accès en ville et ce que disait Paul aussi, on a besoin d'une réglementation contraignante et incitative, en tout cas, pour transformer cette chaîne logistique. Et à la fois, ça va passer par la conduite du changement à différents niveaux, un accompagnement. Les solutions sont là, donc il y a un changement à opérer. Et puis, il y a aussi des investissements. Ce que vous avez justement dit, Pascal, c'est aussi des investissements. Ce que vous mettez en avant avec les voiliers cargo qui sont en commande. Mais c'est des solutions qui sont pertinentes pour cette logistique de demain, cette chaîne logistique qu'on essaye de décarboner. Et enfin, merci Rebecca pour avoir présenté l'équation de Kaya. On parle aussi de sobriété, hein, forcément. Ça transforme complètement nos modes de consommation, de réviser nos demandes de transport, d'optimiser les flux, de faire du report modal. Et puis, bien sûr, la technologie va nous aider quelque part, mais ça ne va pas être l'unique levier dans cette transformation. Merci à nos intervenants. Merci à vous pour votre disponibilité, pour vous être prêtés à ce jeu des questions-réponses. On va prendre une question, peut-être deux, on verra en fonction du temps de la salle. Est-ce que vous avez des questions à nos intervenants ? Il y a un micro qui circule normalement. Oui, bonjour, merci pour cette éclairante présentation et notamment la fin sur l'équation de Kaya qui me semble malgré tout un peu incomplète parce qu'on peut également, grâce à des actions sur la logistique, réduire l'empreinte carbone de ce qui se passe en amont, la fabrication, et produire le plus juste et ne pas trop produire pour mettre du stock qui passe longtemps à faire du transport, voire devient éphémère et il faut le recycler, le détruire, etc. etc. Et donc, que pouvez-vous nous dire sur les moyens d'une logistique efficace pour réduire l'empreinte carbone du manufacturing ? Alors, je vais peut-être tenter une première réponse. En fait, nous, chez Métro France, on déploie depuis 3 ans un logiciel qui nous permet de travailler correctement nos prévisions d'approvisionnement. Et nous avons d'autres initiatives qui permettent de travailler sur le partage et donner de la visibilité à nos fournisseurs sur les volumes et les besoins que nous allons avoir. Donc, on mise beaucoup sur la collaboration avec nos fournisseurs pour bien projeter ensemble nos besoins. La démarque et ce que vous évoquez est un enjeu majeur dans le développement durable parce qu'on a des responsabilités autour de ça. Et puis l'autre point, c'est de gérer un enjeu majeur pour demain, c'est la pénurie des matières qui se profile, surtout dans l'alimentaire. C'est un enjeu stratégique qui nous amène à voir aussi tout un pan dont on n'a pas reparlé, mais qui est un axe de travail majeur de collaboration, de planification et d'anticipation pour sécuriser la production, les moyens et la disponibilité des matières en alimentaire. Donc c'est un gros axe de travail et une grosse préoccupation chez nous.
Donc un forecasting de plus en plus précis Exactement. pour éviter le gaspillage. Mais forecasting partagé. Partagez avec vos fournisseurs. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Merci beaucoup. C'est bon Si, je suis là. Ah pardon, excusez-moi. Bonjour, Mathis Baldrini de l'AUTF, l'association des chargeurs. Je me permets de répondre sur cette conclusion, de rebondir. Au vu de l'équation de Kaya également et sur le report modal, vous avez dit qu'il fallait inciter également les acteurs à se diriger vers ces modes-là. On sait que c'est compliqué, on sait que c'est une nouvelle mode d'organisation, mais notamment sur le report modal, il y a l'ADEME qui est présente, donc je me permets d'en parler de Remove, du programme qui aide tout un tas d'acteurs à essayer le report modal, à voir, analyser leur flux et essayer de tenter des choses, d'expérimenter dans ce domaine-là. Et donc, je me permets d'en parler si jamais c'est un sujet qui vous intéresse et qui peut-être créer de nouveaux projets dans vos entreprises. L'AUTF est présente, l'ADEME est présente également sur le salon. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir et à en discuter directement. Voilà. Le Merci programme beaucoup. Remove. Tout à fait, le programme Très Remove. bien, merci. Merci à vous. On va conclure cette table ronde. On est presque dans les temps. Merci au public d'avoir été présent. Merci aux intervenants. Merci Guillaume.